L'atelier de Kovrov dégageait une odeur d'huile de coupe et de copeaux métalliques. Sur l'établi, partiellement assemblé, reposait ce qui allait devenir le DP-27, bien qu'au début de 1927, il n'existait que sous forme de composants en attente d'une preuve de concept. Vassili Degtiaryov oscillait entre son plan de travail et ses dessins, vérifiant les tolérances avec un pied à coulisses ayant mesuré des centaines d'itérations avant celle-ci. L'ensemble du canon reposait sur des cales en bois, son évent de gaz positionné précisément à 415 mm de la face de la chambre. Trop près, et une pression excessive ferait cycler le mécanisme violemment, malmenant les composants et réduisant la durée de vie opérationnelle. Trop loin, et le gaz insuffisant ne parviendrait pas à actionner le système de manière fiable. Degtiaryov avait calculé cette position en se basant sur les courbes de pression et les exigences de course du piston. Mais les calculs ne signifiaient rien tant que le métal ne confirmait pas les mathématiques. Au-dessus de la carcasse, le support du chargeur camembert attirait immédiatement l'attention. Circulaire, plat, conçu pour accueillir un chargeur de 47 cartouches disposées en spirale, il rompait avec l'esthétique de toutes les mitrailleuses que Degtiaryov avait étudiées. La Maxim, la Lewis, la Hotchkiss, toutes proclamaient leur fonction à travers des bandes, des chargeurs verticaux ou des manchons à eau. Cette arme semblait incomplète, comme si elle attendait l'ajout d'un système plus vaste. Mais cette incomplétude apparente était précisément le but recherché. Degtiaryov avait supprimé chaque composant nécessitant une seconde personne. Pas de bande à guider, pas d'eau à ravitailler, pas de trépied à ajuster. Un seul soldat pouvait se saisir de cette arme, insérer un chargeur, déployer le bipied et entamer un tir soutenu. La question était de savoir si ce tir resterait soutenu assez longtemps pour faire la différence. Le système d'emprunt de gaz représentait des mois de perfectionnement. Le fonctionnement par piston à longue course était bien connu, mais la compréhension ne garantissait pas l'exécution. Le piston devait voyager suffisamment loin pour assurer la rotation complète de la culasse et l'extraction, tout en restant assez court pour maintenir une longueur totale pratique. Le ressort récupérateur devait équilibrer la vitesse de cycle et la gestion du recul. Trop léger et la cadence de tir grimperait au-delà des limites contrôlables. Trop lourd et l'arme ne parviendrait pas à cycler dans des conditions de froid intense ou avec des munitions dégradées. Degtiaryov saisit l'ensemble de la culasse. Les tenons de verrouillage s'engageaient dans la carcasse par une simple rotation. Un quart de tour pour verrouiller, un autre pour déverrouiller. La simplicité du verrouillage signifiait une simplicité de fabrication, et une fabrication aisée permettait de produire l'arme dans les quantités exigées par la doctrine. L'armée soviétique n'avait pas besoin d'armes parfaites, elle avait besoin d'armes adéquates, livrées à temps, pour être utiles. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. 3 mois plus tôt, Degtiaryov s'était assis face au responsable des achats militaires qui lui avait présenté des exigences frôlant la contradiction. Assez léger pour être porté par un seul soldat aux côtés de son équipement personnel. Assez puissant pour assurer un tir de suppression à des distances dépassant les 300 mètres. Assez fiable pour fonctionner dans des conditions allant du froid arctique à la poussière d'Asie centrale. Assez simple pour être fabriqué sans outillage spécialisé. Et tout cela chambré en 7,62 de 54 mm, une cartouche conçue pour des fusils à verrou, non pour des armes automatiques. Le défi n'était pas de créer une mitrailleuse légère, d'autres nations l'avaient déjà fait. Le défi était d'en concevoir une, respectant les capacités industrielles soviétiques, tout en répondant aux impératifs opérationnels du pays. Les modèles occidentaux reposaient sur une précision de fabrication que les usines soviétiques ne pouvaient garantir. Ils supposaient une infrastructure de maintenance que la logistique soviétique ne pouvait fournir. Ils anticipaient des conditions d'utilisation que la géographie soviétique rendait impossible à prédire. Degtiaryov avait abordé le problème en l'inversant.
Au lieu de se demander comment fabriquer une arme parfaite, il s'était demandé quelles imperfections pouvaient être tolérées. L'arme pouvait-elle fonctionner avec des tolérances légèrement plus larges? Oui, si le système de gaz était indulgent. Pouvait-elle opérer sans canon à changement rapide? Oui, si les engagements restaient assez courts pour éviter une accumulation de chaleur critique. Pouvait-elle être alimentée par un chargeur de capacité limitée? Oui, si les tactiques d'infanterie privilégiaient le mouvement et le feu plutôt que la suppression continue. Chaque compromis ouvrait un nouvel espace de conception. Des tolérances larges signifiaient un usinage plus simple. Des canons fixes signifiaient moins de joints de précision. Des chargeurs limités signifiaient l'absence de mécanismes d'alimentation par bande. En empilant ces compromis, la masse devenait négociable. L'arme qui en résulta pesait 8 kg parce que Degtyaryov avait systématiquement remis en question chaque gramme. La conception du seul bipied nécessita 2 douzaines d'itérations. Fixé trop en arrière et le relèvement du canon lors du tir soulevait l'arme de sa cible. Fixé trop en avant et l'opérateur ne pouvait contrôler le recul efficacement. La position finale, près de la bouche du canon, créait un point d'équilibre maintenant l'arme stable tout en permettant un balayage rapide. Les pieds se verrouillaient par de simples crans à ressort. Aucun mécanisme de réglage, aucune complexité, rien qui ne puisse se briser ou nécessiter d'entretien. Degtyaryov comprenait que la conception d'une arme était une optimisation sous contrainte. Chaque caractéristique servait plusieurs fonctions, et chaque fonction imposait des échanges. La forme de la crosse positionnait l'œil du tireur à la bonne hauteur pour les organes de visée, tout en offrant un appui stable pour la joue. L'angle de la poignée pistolet permettait le contrôle pendant le recul, tout en gardant un mécanisme de détente simple. Les dimensions de la carcasse accueillaient la course du porte-culasse tout en maintenant la rigidité structurelle. Mais toute cette ingénierie ne valait rien si le système d'alimentation fondamental échouait, et le chargeur circulaire, ce profil si distinctif, demeurait la plus grande incertitude du projet. La logique du mécanisme suivait des principes établis des décennies plus tôt, mais sa mise en œuvre exigeait une exécution rigoureuse. Lorsque la détente libérait le percuteur, celui-ci frappait l'amorce avec une force suffisante pour enflammer la poudre. À mesure que la pression montait dans la chambre, le projectile accélérait dans le canon, tandis que les gaz s'échappaient par les vents vers le cylindre situé en dessous. Ce gaz, toujours en expansion à haute pression, poussait le piston vers l'arrière. Le piston était relié rigidement au porte-culasse, traduisant la pression gazeuse en mouvement mécanique. Alors que l'ensemble reculait, des surfaces de cam usinées dans son corps engageaient les surfaces correspondantes sur la culasse. Ces cames forçaient la culasse à pivoter, désengageant les tenons de verrouillage de la carcasse. Une fois la culasse déverrouillée, l'ensemble poursuivait sa course vers l'arrière. L'extracteur, une griffe à ressort montée sur la face de la culasse, tirait l'étui usagé hors de la chambre. Un éjecteur positionné dans la carcasse frappait l'étui au moment précis, l'expulsant hors de l'arme. Le ressort récupérateur, comprimé durant ce mouvement, emmagasinait l'énergie pour le cycle avant. À la limite arrière de la course, la force du ressort inversait la direction du porte-culasse. En avançant, la face de la culasse entrait en contact avec une nouvelle cartouche présentée au sommet du chargeur. L'élan du porte-culasse poussait la cartouche dans la chambre. Lorsque la culasse arrivait en butée, les surfaces de cam inversaient leur action, faisant pivoter la culasse pour engager les tenons de verrouillage. Le percuteur, maintenu sous tension, restait armé jusqu'à ce que la détente le libère pour le cycle suivant. Cette séquence se répétait 500 fois par minute, la cadence cyclique du DP-27. Ni exceptionnellement rapide, ni notablement lente, cette cadence équilibrait la contrôlabilité et l'effet de suppression. Des cadences plus élevées consommaient les munitions rapidement et généraient une chaleur dégradant la précision. Des cadences plus basses réduisaient l'efficacité de l'arme dans son rôle de soutien. Le mécanisme de réglage du système de gaz permettait de réguler la course du piston.
Dans des conditions idéales, avec des munitions de qualité, le régulateur pouvait être partiellement fermé, réduisant la quantité de gaz entrant dans le cylindre. Dans des conditions difficiles, température glaciale, composants encrassés, munitions dégradées, l'ouverture du régulateur augmentait le flux de gaz, assurant un cycle positif. Cette adaptabilité signifiait que l'arme pouvait fonctionner à travers les extrêmes environnementaux rencontrés par les forces soviétiques. L'échauffement du canon imposait des limites opérationnelles. Après environ 150 coups en tir continu, la température du canon atteignait des niveaux affectant la précision et, si le tir persistait, pouvait provoquer des changements métallurgiques affaiblissant l'acier. Degtyaryov avait conçu le canon pour être retiré sans outil une fois le collier de verrouillage desserré, permettant son remplacement sur le terrain. Cependant, la conception à canon fixe signifiait que les escouades d'infanterie ne pouvaient maintenir un tir véritablement ininterrompu comme le feraient des armes refroidies par eau et alimentées par bande. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Les premiers essais de tir révélèrent ce que les dessins ne pouvaient prédire. La position de l'évent de gaz s'avéra correcte. L'arme cyclait de manière fiable avec des munitions d'usine. Cependant, l'alimentation par le chargeur présenta des problèmes immédiats. Les cartouches échouaient parfois à monter de manière fluide, la face de la culasse glissant sur la cartouche au lieu de la chambrer correctement. Degtyaryov examina de près le mécanisme d'alimentation. Le chargeur camembert maintenait les cartouches dans une disposition en spirale, avec un rotor entraîné par ressort, les faisant avancer vers la position d'alimentation. La géométrie était complexe. Chaque cartouche devait pivoter de sa position dans la spirale pour s'aligner avec l'axe de la chambre. L'empilement des tolérances de fabrication du chargeur, des dimensions de la carcasse et de la géométrie de la culasse créait parfois des désalignements. La solution nécessita de redessiner les lèvres d'alimentation et d'ajuster la tension du ressort du rotor. Une pression de ressort plus forte assurait une alimentation positive, mais une force excessive aurait pesé sur le porte-culasse pendant le cycle, risquant des pannes si le ressort récupérateur ne pouvait surmonter la résistance à l'alimentation. Degtyaryov opta pour une position intermédiaire. Une tension suffisante pour la fiabilité tout en restant dans les capacités de force de l'ensemble mobile. Des problèmes d'extraction surgirent lors de tirs prolongés. À mesure que la chambre chauffait, les étuis se dilataient et adhéraient plus fortement aux parois. L'extracteur, dimensionné pour une température normale, déchirait occasionnellement le culot de l'étui au lieu de l'extraire. Degtyaryov augmenta la profondeur du crochet de l'extracteur et modifia son traitement thermique pour lui donner une plus grande résistance à la tension. Ces changements éliminèrent les échecs d'extraction lors des tests suivants. Le montage du bipied nécessita un renforcement. Les modèles initiaux permettaient une flexion excessive pendant le tir, faisant bondir l'arme et perturbant la précision. Le renforcement de la fixation et son repositionnement légèrement vers l'avant améliorèrent la stabilité sans augmenter significativement le poids. Cet ajustement représentait un compromis d'ingénierie classique, ajouter de la matière à un endroit pour améliorer les performances, tout en retirant ailleurs pour maintenir les objectifs de masse globale. Le perfectionnement du mécanisme de détente prit des semaines. L'engagement de la gâchette devait être assez net pour des coups simples contrôlés, mais assez fiable pour le tir automatique. Trop d'engagement rendait la détente lourde et inconsistante. Trop peu, et l'arme risquait des décharges accidentelles ou des tirs incontrôlés. La conception finale équilibra ces exigences grâce à une géométrie soignée et une sélection rigoureuse des ressorts. La vérification de l'alignement des organes de visée montra une précision acceptable à 300 mètres, la portée efficace de l'arme. Au-delà de cette distance, la combinaison de la balistique de la cartouche et de la longueur du canon rendait un tir précis peu pratique.
Mais à moins de 300 mètres, des opérateurs bien entraînés pouvaient délivrer un feu efficace, répondant ainsi aux exigences tactiques. La véritable importance du chargeur circulaire ne devint pas évidente lors des essais de tir, mais pendant les simulations opérationnelles. Lorsque les soldats s'exerçaient à déployer l'arme de la marche à la position de tir, les avantages de la conception du chargeur apparurent clairement. Une arme alimentée par bande nécessitait au moins 2 personnes pour une utilisation pratique, une pour tirer, une autre pour gérer la bande et éviter les enrayages. Même les modèles permettant théoriquement une utilisation en solo fonctionnaient mal sans assistance. La bande devait être protégée de la saleté, ne pas s'en mêler et être guidée de manière fluide. Dans des situations dynamiques, ces exigences créaient des problèmes constants. Le chargeur camembert du DP-27 éliminait entièrement cette dépendance. Un soldat transportait l'arme et plusieurs chargeurs garnis. En arrivant en position de tir, il déployait le bipied, montait un chargeur, armait le mécanisme et commençait à tirer. Aucune coordination requise, aucun assistant nécessaire, aucune gestion externe des munitions. La capacité de 47 cartouches imposait des rechargements fréquents, toutes les 8 à 10 secondes de tir continu. Mais recharger consistait simplement à retirer le plateau vide et à en fixer un neuf. Cette indépendance transforma l'organisation de l'escouade d'infanterie. Auparavant, les équipes de mitrailleuses opéraient comme des éléments spécialisés, souvent rattachés aux escouades de fusiliers plutôt qu'intégrés à celles-ci. Le DP-27 permettait une intégration organique. Chaque escouade pouvait inclure un tireur de mitrailleuse légère qui se déplaçait avec elle, se déployait selon les besoins et ne nécessitait aucun soutien spécial. Ce changement organisationnel se répercuta sur toute la doctrine d'infanterie soviétique. La forme circulaire du chargeur servait des objectifs pratiques au-delà de l'alimentation. Posé à plat sur la carcasse, il présentait un profil minimal lorsque l'opérateur était en position allongée. Le diamètre du plateau permettait une capacité raisonnable, sans une profondeur excessive qui gênerait la visée ou la manipulation. De plus, la conception répartissait le poids des munitions uniformément autour du centre de la carcasse, maintenant l'équilibre pendant le tir. Mais Degtyaryov savait que ce chargeur représentait aussi une vulnérabilité. Le plateau dépassait du profil de l'arme, créant une cible pouvant être endommagée par un impact ou des débris. Le mécanisme interne en spirale contenait des ressorts et des poussoirs délicats, nécessitant une protection contre la saleté et l'humidité. Les soldats devraient manipuler les chargeurs avec soin, une exigence que les conditions de terrain rendaient souvent difficile. L'alternative, l'alimentation par bande, aurait augmenté la capacité de l'arme lors de scénarios de tir soutenu. Mais elle aurait nécessité une seconde personne, ajouter de la complexité au mécanisme, augmenter le poids et exiger une infrastructure de manutention des munitions que la logistique soviétique ne pouvait garantir. Degtyaryov choisit l'indépendance plutôt que l'endurance, la mobilité plutôt que la suppression continue. Ce choix définit le caractère de l'arme. Le DP-27 n'était pas conçu pour remplacer les mitrailleuses lourdes. Il était fait pour donner aux escouades d'infanterie une puissance de feu organique qu'elles pouvaient déployer de manière autonome, rapide et sans soutien spécialisé. Le chargeur camembert rendit cela possible. Le DP-27 entra en service en 1927 et resta utilisé en première ligne pendant près de 2 décennies. La production dépassa les 800 000 unités, équipant l'infanterie soviétique à travers des affrontements qui mirent à l'épreuve chaque aspect de sa conception. L'arme fonctionna sous des températures figeant les lubrifiants et dans une poussière capable d'étouffer des mécanismes conçus avec des tolérances plus serrées. Le caractère indulgent du système de gaz s'avéra crucial. Les soldats pouvaient ajuster le régulateur pour compenser les variations de conditions. Maintenant, un cycle fiable, là où d'autres armes échouaient. La conception simple de la culasse signifiait que la maintenance sur le terrain ne nécessitait que peu d'outils et de formation.
Les composants pouvaient être remplacés par l'armurier de l'unité plutôt que de nécessiter un retour en usine. Les limites du chargeur circulaire apparurent lors d'engagements prolongés. 47 cartouches disparaissaient vite et recharger sous pression créait des moments de vulnérabilité. Les soldats apprirent à synchroniser les rechargements durant les accalmies et à positionner les chargeurs de rechange pour un accès rapide. Ces adaptations tactiques compensèrent la capacité restreinte du chargeur. L'efficacité manufacturière justifia les compromis de conception. Les usines produisirent des DP-27 en quantité suffisante pour équiper des divisions entières, et la production se poursuivit même lorsque les capacités industrielles firent face à d'immenses défis. La tolérance de l'arme aux variations de fabrication signifiait que les unités construites dans des installations ou à des périodes différentes conservaient leur compatibilité. Les pièces pouvaient être récupérées et échangées sans ajustement de précision. Des modèles ultérieurs tentèrent de corriger les limites du DP-27 tout en préservant ses forces. La modification DPM introduisit une poignée pistolet et repositionna le ressort récupérateur pour réduire sa sensibilité à la chaleur du canon. Le RP-46 ajouta une capacité d'alimentation par bande tout en conservant la compatibilité avec les chargeurs. Ces évolutions reconnaissaient que le modèle original avait atteint ses objectifs centraux, même si les circonstances révélaient des points d'amélioration. Ce que Degtyaryov créa n'était pas une arme parfaite. Une telle chose n'existe pas. Il créa une arme équilibrant des exigences contradictoires sous des contraintes spécifiques. Le DP-27 donna à l'infanterie soviétique une puissance de feu mobile et organique au moment où elle en avait besoin, en utilisant les capacités industrielles de l'époque sous une forme que les soldats pouvaient réellement employer efficacement. Le chargeur camembert distinctif, visible sur les photographies et instantanément reconnaissable, représentait plus qu'un mécanisme d'alimentation. Il incarnait une philosophie de conception privilégiant l'indépendance et la simplicité sur la capacité maximale théorique. Dans cette hiérarchisation, Degtyaryov fit preuve de sagesse en ingénierie, comprenant que la meilleure solution n'est pas toujours la plus sophistiquée, mais celle qui fonctionne réellement dans les conditions où elle doit être utilisée. L'héritage du DP-27 perdure dans des principes de conception plutôt que dans des descendants directs. Les mitrailleuses légères modernes utilisent des technologies et des systèmes d'alimentation différents, mais elles servent le même but fondamental: donner aux petites unités une puissance de feu organique sans nécessité d'équipes dédiées. Les questions auxquelles Degtyaryov a répondu en 1927 restent d'actualité. Quel niveau de capacité est suffisant? Quelle complexité est acceptable et quels compromis servent mieux la mission que la perfection théorique? Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.